Bonjour à toutes et à tous, je suis la professeure Carmen Schröder, professeure de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et également coordinatrice du Centre d'excellence pour l'autisme et les troubles du neurodéveloppement Stress End à Strasbourg. Je suis également spécialiste du sommeil, membre d'une équipe CNRS qui fait de la recherche sur le sommeil dans les troubles du neurodéveloppement et donc j'ai vraiment le grand plaisir d'aborder cette thématique sommeil, troubles du neurodéveloppement, maladies rares avec vous aujourd'hui et d'aller vraiment de la théorie jusqu'aux choses très pratico-pratiques pour vous, les familles et aussi les personnes qui travaillent avec des patients avec maladies rares. Donc tout d'abord, voilà mes liens d'intérêt. Donc, quand on parle du sommeil, moi, je trouve que c'est toujours très important de savoir pourquoi notre sommeil est organisé finalement de la façon comment il est organisé. Et c'est très étroitement lié au fait que nous vivons sur Terre et la Terre est caractérisée par cette rotation autour de son propre axe. Qui fait que, la Terre, que nous sommes rythmiquement exposés à la lumière et à l'obscurité sur un rythme d'environ 24 heures. Et c'est de là que vient ce terme circadien environ 24 heures circa dièse. Et toutes les espèces qui vivent sur Terre ont dû finalement s'adapter à cette façon d'être rythmiquement exposée à la lumière et à l'obscurité. Et chaque espèce a choisi sa niche en quelque sorte. Et l'homme a choisi de dormir plutôt en période d'obscurité et profiter de la lumière et de la chaleur aussi pour être réveillé la journée. Mais ce n'est pas le cas du tout pour toutes les espèces sur Terre. Euh, c'est pourquoi le sommeil, il faut vraiment le considérer davantage comme un rythme veille et sommeil. Et il faut savoir que c'est un rythme circadien. Pourquoi c'est important pour nous en pratique clinique et aussi pour des familles? Parce que souvent on se focalise uniquement sur la nuit. On dit que l'enfant ne dort pas bien ou la personne ne dort pas bien la nuit. Mais en réalité, il faut vraiment voir la répartition du sommeil sur les 24 heures et de voir est-ce qu'il y a aussi des périodes éventuellement de sommeil durant la journée. Donc ça, c'est un premier point très important. Alors, si on a un système comme ça, vous pouvez déjà bien vous imaginer qu'on a une sorte de temporalité externe, d'une part, le monde qui nous entoure, et une temporalité interne propre à notre organisme. Et bien sûr, normalement, les deux doivent être bien synchronisés. Mais il y a aussi du potentiel pour du conflit. Et il y a effectivement certains troubles du sommeil ou des rythmes veille-sommeil qui existent, qui sont essentiellement liés à un conflit entre la temporalité interne et la temporalité externe. Et dans ce cas, on appelle ça un jet lag social. C'est un décalage horaire, comme si on avait pris l'avion et on avait traversé plusieurs fuseaux horaires, alors qu'on est resté dans le pays. Donc, c'est un jet lag social. Donc, si on revient à notre schéma de base, autre point très important par rapport au sommeil, on passe beaucoup, beaucoup de temps à dormir. Et c'est lié au fait qu'il y a énormément de fonctions qui sont liées au sommeil, dont celle de la récupération, la restauration des énergies est certainement la plus intuitive, mais c'est loin d'être la seule. On sait aujourd'hui que pendant la nuit, le cerveau est lavé, on enlève le détritus neuronal, donc il y a une sorte d'élimination de déchets neuronaux. Et le sommeil est aussi très impliqué dans la maturation du cerveau, ce qui nous intéresse bien sûr beaucoup aujourd'hui, et la consolidation mnésique, c'est-à-dire dans l'apprentissage. Durant la journée, on va acquérir de nouvelles informations, on a l'encodage, et pendant la nuit, il y a la consolidation de ces informations. Mais le sommeil est aussi très fortement lié à l'humeur, à la régulation des émotions. Et je pense que chacun le sait, si on a mal dormi, forcément, on est un peu plus irritable, par exemple. Donc là aussi, on va passer un petit temps pour en parler plus tard. Et à tout un tas d'autres fonctions, l'équilibre immunitaire, hormonal, etc., qu'on n'aura pas tout ce temps, bien sûr, d'aborder dans ce webinaire. Alors, ce sont peut-être ces trois fonctions, la maturation cérébrale, le rôle du sommeil dans la consolidation mnésique et dans la régulation des émotions qui nous intéressent le plus aujourd'hui. Forcément, du coup, si on a un problème de sommeil, soit parce qu'on ne dort pas assez, soit parce qu'on a un trouble du sommeil, cela a des répercussions. Et je voulais commencer par vous détailler les répercussions qu'on connaît chez l'enfant, l'adolescent ou l'adulte à développement typique, avant de parler des maladies rares et des troubles du neurodéveloppement. Donc, tout simplement, dans un premier temps, nous avons vraiment des répercussions physiques.
La croissance de l'enfant peut être impactée si l'enfant a un trouble du sommeil sévère. C'est lié au fait que l'hormone de croissance est sécrétée pendant le sommeil lent profond, mais aussi tout le développement sensorimoteur et l'équilibre métabolique. On sait par exemple que les grands enfants et adolescents, comme les adultes, sont à risque d'obésité s'ils ont une mauvaise qualité du sommeil ou un sommeil trop court. Le deuxième grand volet sont les répercussions sur la mémoire et les apprentissages et l'attention. Alors, la première fonction cognitive touchée est l'attention, hein. C'est-à-dire rien qu'une nuit de mauvais sommeil fait souvent que le lendemain, on a plus de mal à se concentrer, on oublie peut-être certaines choses, mais le plus que ça devient chronique, le plus il y a la mémorisation et du coup l'apprentissage qui est impacté. Et l'éducation nationale est aujourd'hui bien consciente de cette problématique et a organisé en mars 2022 une grande journée internationale sur le lien entre sommeil et apprentissage. C'était sous coordination par le professeur Stéphanie Maza à Lyon. Et il y a différents protocoles de recherche aujourd'hui en cours au sein des écoles pour voir comment on peut évoluer et peut-être aussi repérer et penser la prévention des troubles du sommeil en lien avec l'école. Chez l'adulte, si nous ne dormons pas assez ou pas bien, on a souvent un problème de vigilance la journée avec une tendance à nous endormir. Et ça peut être le cas aussi chez le grand adolescent. Par contre, le jeune enfant notamment va avoir un symptôme tout autre lié à cette hypersomnolence, et c'est l'hyperactivité motrice. L'enfant, le jeune enfant, quand il se sent fatigué, il va lutter contre cette sensation perçue et va du coup se mettre en mouvement. Et donc, parfois, ça peut paraître comme un enfant qui n'est pas du tout fatigué, alors qu'au contraire, on observe, en fait, l'hyperactivité motrice est un signe de la fatigue. Dans ce cas-là, des questions cliniques comme par exemple, si vous mettez votre enfant dans le siège de la voiture et vous partez, après combien de minutes est-ce que l'enfant va s'endormir? Si les parents vous disent là, par exemple, oh, à peine 2 minutes, l'enfant dort, ça c'est un signe, par exemple, c'est un enfant qui par ailleurs est hyperactif, mais quand on contrôle l'hyperactivité dans une situation comme dans la voiture, on voit que la somnolence est bien présente et l'enfant s'endort extrêmement rapidement. Après, tout le volet de la régulation émotionnelle, donc avec une symptomatologie soit internalisée, souvent plus d'anxiété, de troubles de type dépression, ou externalisée, de type irritabilité, impulsivité, peuvent aussi témoigner des troubles du sommeil. Et quoi qu'il en soit, la qualité de la famille est souvent fortement atteinte. Je vous ai mis en bas à droite quelques publications qui, en langue française, est facilement accessible, où on peut relire ces informations sur les répercussions d'un trouble du sommeil chez l'enfant. Donc, nous avons compris maintenant qu'on dort beaucoup, qu'il s'agit d'un rythme veille-sommeil, qu'il y a potentiel pour du conflit entre notre rythme interne et le monde qui nous entoure. Donc, la question est alors, est-ce que finalement, les personnes qui vivent dans un même endroit, en France par exemple, est-ce que, puisqu'ils ont la même luminosité et la même obscurité, est-ce que finalement ils dorment tous pareil? Non, parce qu'il faut savoir qu'il y a deux traits génétiques qui déterminent notre sommeil. Et le premier, c'est lié à notre rythme. On appelle ça un chronotype. On peut être un chronotype intermédiaire, un chronotype du matin ou du soir. Alors ça veut dire quoi? Si on est un chronotype intermédiaire, on est en parfaite synchronisation avec les exigences de notre environnement et du monde qui nous entoure. En revanche, si nous sommes des sujets du soir et souvent des chouettes, à ce moment-là, on est assez actif encore en fin de journée. C'est là que nous allons exercer les tâches les plus difficiles, par exemple apprendre pour les examens, et avec souvent un coucher du coup plus tardif, naturellement plus tardif. Si nous sommes obligés après de nous réveiller à la même heure que la personne au-dessus, à ce moment-là, le matin, évidemment, ces personnes-là n'ont pas faim, sont irritables parce qu'il y a un déficit de sommeil lié à leur chronotype qui est du soir. Et au contraire, on peut être au chronotype du matin. Là, le plus haut de la journée, je dirais, est avancé dans le milieu de l'après-midi, mais en soirée, il y a déjà beaucoup de fatigue, voire de somnolence. Ce sont par exemple des personnes, on appelle ça
Ce sont des personnes qui vont, par exemple, regarder, visionner un film et ne jamais voir la fin du film parce qu'ils vont s'endormir sur le canapé, après aller au lit. Et là, il peut y avoir parfois des réveils matinaux précoces parce que au niveau du rythme circadien, il y a la journée qui démarre déjà. Donc, ces chronotypages, comme on l'appelle, sont génétiquement déterminés. On sait qu'il y a au moins deux gènes liés à l'horloge qui interviennent très fortement. Pour les enfants qui seraient des sujets extrêmes du soir ou du matin, il y a la grande majorité du temps, il y a au moins un des parents qui est aussi très du matin ou très du soir. Et vous voyez ici la répartition dans la population générale. Alors là, vous allez peut-être penser les adolescents quand même, on a l'impression qu'ils sont plus de soir, alors que je viens de dire, c'est une influence génétique. Donc si c'est génétique, ça devrait rester toute la vie finalement pareil. Les deux sont vrais, parce qu'effectivement, quand on dit qu'on est du matin ou du soir, on restera toujours du matin ou du soir, mais par rapport à la population de nos pères du même âge, PAIR. Hein. Donc, on va toujours se comparer à une population du même âge. Et ce qui se passe par contre, comme vous le voyez ici, entre 10 et 20 ans, basé sur un questionnaire de chronotypage, et les valeurs basses sont des personnes du matin, les valeurs hautes des personnes du soir, c'est qu'entre 10 et 20 ans, il y a cette énorme euh, mouvance vers les horaires du soir. Donc, on dit en moyenne 20 minutes par an, presque, de décalage de notre rythme pour toute la population. Et ça va être plus important pour les garçons, ici en clair, que pour les filles, durer aussi un peu plus longtemps. Et c'est lié à la maturation de nos systèmes cérébraux et du système circadien, sans aller dans plus de détails. C'est un phénomène à la base purement biologique et bien sûr qui peut être accentué, aggravé si on veut, par l'utilisation des écrans par exemple, qui vont aller dans ce même sens. Donc, le chronotype n'est pas une pathologie en soi, donc c'est une variabilité, une variante de la norme, mais si on regarde des grandes populations, comme ici sur une grande population des personnes incluses dans la UK Biobank, on peut par contre voir que le chronotype est associé souvent à une meilleure santé mentale, et quand on regarde ça dans une population d'adolescents, aussi à des meilleures performances scolaires. Ça, c'est lié à quoi? Bon, vous pouvez vous imaginer ça très facilement, comme on le voit ici à travers l'adolescence. Quand on est chronotype du soir, ben, on est plus souvent en jet lag social, en conflit entre la temporalité interne et les exigences scolaires ou du travail du monde qui nous entoure, et donc avec un risque plus grand d'une dette de sommeil. Et plus qu'une dette de sommeil, plus c'est un facteur de risque d'avoir une répercussion sur la santé mentale ou sur les performances scolaires. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est très, très, très lié. Voilà. Alors, si ces personnes qui sont du soir s'ils étaient tout le temps en vacances, il n'y aura absolument pas le même problème. Aussi, les horaires étaient beaucoup plus tardifs, par exemple, les horaires d'école. Le deuxième facteur génétique, donc premier c'est le chronotype, le deuxième ce sont les besoins de sommeil. Donc chacun a des besoins de sommeil qui lui sont propres dans une fourchette donnée. Alors bien sûr, il y a un fort aspect développemental. Donc en fonction de l'âge, vous voyez ici en bleu foncé, ce sont des durées de sommeil dites habituelles, recommandées. Mais vous voyez aussi que en dessous et au-dessus, en turquoise, on a des durées de sommeil qui peuvent encore être recommandées s'il n'y a pas de répercussions négatives sur la journée. Parce qu'il y a là aussi un trait génétique qui est d'être court ou long dormeur. On ne connaît pas encore tout là-dessus, mais on sait que par exemple le gène PER3 y intervient. Il est tout à fait possible qu'un enfant qui a entre 3 et 5 ans ne dort que 8h30 sur les 24 heures. Ça peut paraître peu, mais l'enfant est en grande forme la journée. Dans ce cas-là, ce n'est pas une pathologie et on cherche un nouveau chez les parents et on va, dans la grande majorité du temps, trouver également un parent qui est franchement court dormeur par rapport à son âge de référence, bien sûr. Euh, donc, dernier aspect sur cette partie introductive, mais qui est très important parce que c'est ça qui va vous aider après de bien prendre en charge les difficultés de sommeil chez les patients, c'est de comprendre comment finalement ces deux systèmes vont se coordonner. Alors ici, vous voyez une coupe axiale sur l'IRM avec, je vous montre ici, le nez devant, les globes oculaires, les nerfs optiques. Et vous voyez ici, c'est là où il y a des nerfs optiques qui se croisent. On appelle ça les chiasmes optiques. Et juste au-dessus, il y a une petite région qui s'appelle les noyaux suprachiasmatiques.
vous pouvez oublier à nouveau tout de suite, c'est le site de notre horloge biologique principale. Et cette horloge biologique peut créer un rythme de veille et de sommeil de manière tout à fait autonome. Mais bien sûr, en temps normal, elle est en lien avec l'environnement. C'est bien ce qu'on a dit. D'où est-ce qu'elle reçoit l'information? La plus importante information de toutes les informations vient de l'extérieur via le signal de lumière et obscurité, voyez, qui est perçu par la rétine. Et il y a cette voie rapide rétino-hypothalamique qui va transmettre l'information sur le fait si on est dans un environnement lumineux ou pas à l'horloge biologique, qui, elle, va donner cette information à plein d'autres régions du cerveau, dont la glande pinéale. Et cette glande pinéale, si elle voit qu'il y a l'obscurité qui arrive, que la lumière baisse, elle va produire et sécréter la mélatonine. Et ça, c'est le signal un peu pour tout le corps, finalement, de se préparer au sommeil et de se préparer à induire le sommeil de nuit. Donc, la mélatonine n'est pas un hormone de sommeil, comme c'est parfois dit, c'est un hormone du noir en réalité. Elle est liée à l'information sur l'obscurité. Alors, ça, c'est très important, cette diapositive, alors que ça paraît complexe et loin de la clinique, mais au contraire, vous allez voir, parce qu'on parle de lumière et obscurité sous un mot qui s'appelle Zeitgeber, c'est-à-dire ce sont des donneurs de temps. La luminosité qui nous entoure ou l'obscurité, c'est un donneur de temps très puissant, mais il y a d'autres donneurs de temps, d'autres Zeitgeber, comme l'activité physique, par exemple, les interactions sociales et l'alimentation. Et pourquoi c'est si important? Parce que si vous avez un problème avec les Zeitgeber, vous allez avoir un problème avec le sommeil. Ça ne peut pas être autrement. Parce que l'horloge biologique ne saura pas comment programmer les périodes de veille et de sommeil si elle n'a pas des informations sur l'environnement qui nous entoure. Donc, chacun de vos patients ou des personnes avec lesquelles vous travaillez, il faut tout d'abord, toujours vérifier les côtés de Zeitgeber. Est-ce que la journée, l'environnement lumineux est assez lumineux? Ça, c'est souvent très fortement lié aussi au fait, est-ce que les personnes vont assez à l'extérieur? Et on sait très bien dans les handicaps, notamment multiples, que certains enfants ne sortent quasiment plus de la maison. Donc ça, c'est un gros problème parce que les luminosités à l'intérieur ne sont pas du tout comparables aux luminosités à l'extérieur. Et en plus, parfois la nuit, parce que l'enfant a d'autres difficultés, on laisse des lampes allumées. Donc finalement, l'horloge biologique, déjà la plus importante information, elle va lui manquer. Elle a besoin normalement d'un bon différentiel entre lumière du jour et obscurité la nuit. Aussi des problèmes qui ont des troubles oraux alimentaires. C'est peut-être le plus difficile chez les enfants qui sont nourris par sonde nasogastrique ou par gastrostomie. Parce que souvent, on branche ça la nuit. Et donc là aussi, l'horloge ne comprend pas. Si le rythme alimentaire est très différent du rythme veille-sommeil, par exemple, c'est plus compliqué. Mais aussi, tout trouble, comme les troubles du spectre de l'autisme, où l'interaction sociale est fortement touchée, ou l'activité physique est fortement touchée, peut induire des difficultés de sommeil. Bien sûr, parfois, on ne peut pas corriger ces Zeitgeber, mais il faut en tenir compte dans nos approches thérapeutiques. Cette image uniquement pour ceux qui veulent vraiment avancer là-dedans. Je voulais simplifier. Ça, c'est la partie plus complexe parce qu'on n'a pas que l'horloge principale que vous voyez là, mais dans plein d'organes, nous avons des horloges qui communiquent entre eux et avec l'horloge centrale. Et donc, si vous souhaitez relire un très bon article sur cette thématique, c'est de Logan et McClung, Nature Review Neuroscience, et je m'excuse, c'est pas 2009, c'est 2019. J'ai mal noté la référence là. Donc, sur cette partie-là déjà très importante, ce qui est important à retenir, c'est on ne doit pas regarder que la nuit quand on parle des difficultés de sommeil, mais bien le rythme veille-sommeil sur les 24 heures. Deuxièmement, on doit toujours évaluer chez chaque patient les besoins de sommeil et le chronotype pour voir si éventuellement le patient est court dormeur, lent dormeur, ou couche-tard lève-tard ou couche-tôt lève-tôt, donc chouette ou alouette, pardon. Et troisièmement, évaluer les Zeitgeber. Donc c'est la base avant laquelle on ne fait rien d'autre. Ça, il faudrait faire toujours d'abord. Maintenant, les TND. Pourquoi finalement c'est une thématique, les troubles du sommeil, si importante dans les TND? Donc on ne va pas reparler des TND que vous connaissez bien. Vous savez, les TND en soi sont déjà extrêmement fréquents dans la population, mais
on y trouve également beaucoup de troubles du sommeil et des rythmes circadiens associés. Donc, entre 30 et 80% des personnes avec TND peuvent avoir des troubles du sommeil. C'est particulièrement prononcé dans le cas des troubles du spectre de l'autisme, mais même du TDAH, des déficiences intellectuelles. Nous avons énormément de problèmes de sommeil. Alors, ça pose comme toujours la question quelle est la poule et quel est l'œuf? Est-ce que ce sont des troubles du sommeil qui finalement précoces, qui fragiliseraient et du coup qui pourraient déclencher ou contribuer au déclenchement d'un trouble du neurodéveloppement ou inversement? Et finalement, pour faire ça, on peut faire des études. On peut regarder les cohortes de naissance, ça peut nous donner une information. Et je cite peut-être, je vais passer ça sur le TDAH, un travail très intéressant de Eve Reynaud qui était longtemps postdoc dans mon laboratoire, qui a regardé comment le trouble du sommeil finalement coévolue avec les symptômes, et je dis bien les symptômes du TDAH qui sont l'inattention, hyperactivité, parce que là nous sommes dans la toute petite enfance, avant l'âge de 6 ans. Elle a bien pu montrer que ça évolue ensemble. Pour vous dire que ça a aussi été regardé pour les troubles du spectre de l'autisme, avec des cohortes qui ont pu montrer que des réveils nocturnes plus importants à l'âge de 12 mois pouvaient prédisposer à plus de symptômes autistiques à l'âge de 24 mois. Et ça, c'est quelque chose que nous sommes actuellement en train de regarder à la fois dans une cohorte de naissance nationale ELF, pardon, et aussi sur plusieurs cohortes européennes avec Sabine Planck-Coulen pour Life Cycle. Donc, pourquoi tant de troubles? Alors, c'est très associé. La poule et l'œuf, on n'est pas encore sûr, mais c'est probablement très intriqué. Mais pourquoi, en fait, on a tant de troubles? Alors là, bien sûr, sur un cours de cette longueur-là, on ne pourra pas aller dans tous les détails parce que ce n'est pas tout à fait la même physiopathologie pour tous les troubles du neurodéveloppement. On sait que dans certains troubles, c'est très spécifique et dans d'autres, plus aspécifique, je dirais. Mais chaque trouble a finalement un peu des variantes de facteurs qui interviennent. Donc, je vais vous donner uniquement l'exemple ici des troubles du spectre de l'autisme sur lesquels nous faisons pas mal de recherches avant de partir sur la partie pratique. Alors, si on regarde les troubles du spectre de l'autisme de manière objective, on peut faire ça de plein de façons différentes, mais une façon de le regarder dans un milieu écologique, donc à la maison, c'est d'utiliser ce type de montres qui sont des actimètres, des accéléromètres qui enregistrent donc, les mouvements. Et chez l'enfant, les mouvements sont assez fortement liés à l'activité du rythme veille-sommeil. Donc, on peut faire ça sur une longue période à domicile et ces montres sont équipées aussi par des luxmètres pour mesurer l'ambiance lumineuse. Et donc, je vous donne un peu 3 exemples pour vous montrer que on a tout un spectre de troubles du sommeil associés au TSA de gravité variable. Donc ici, il s'agit d'un enregistrement d'un garçon qui a 8 ans, qui a un trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle. On a un enregistrement typiquement montré ici en double plot, c'est-à-dire il y a ici 24 heures de samedi suivies par 24 heures de dimanche et les 24 heures de dimanche sont répétées dans la ligne en dessous, suivies par 24 heures de lundi. On fait ça en fait pour avoir le sommeil au milieu. Donc, traits noirs sont activités. S'il n'y a plus de traits noirs, c'est a priori que cet enfant dort. Ses parents essayent de coucher ce garçon vers 8h30, que je symbolise ici par la ligne rouge, mais vous voyez que bien souvent le garçon est encore bien actif par la suite. Mais ce que vous voyez surtout qu'au milieu de la nuit, il y a ces îlots d'activité. Et ça correspond bien à des réveils nocturnes. Et qu'est-ce que vous pouvez tout de suite voir? Ce sont des réveils longs. Donc ça, c'est très typique pour les troubles du spectre de l'autisme. On trouve ça moins dans les TDAH, par exemple. Ce sont des réveils très longs, 1 heure, 2 heures, 3 heures de durée, par exemple. Et vous voyez aussi que dès que vous avez des nuits avec des réveils longs, le lendemain, le garçon ne peut pas se réveiller à la même heure et il a un réveil matinal plus tardif naturellement pour récupérer un peu du sommeil encore. Donc, ça a un vrai impact sur son organisation veille-sommeil. Et pourtant, chez ce garçon, vous voyez, il y a quand même toute une planche qui est bien organisée d'activité et toute une planche bien organisée de nuit. Donc, il n'a pas un trouble du rythme très sévère. Là, il s'agit essentiellement, effectivement, problème de réveil nocturne chez ce garçon.
Je vous montre un agenda de sommeil d'une fille qui est âgée de 6 ans et qui a un TSA avec une déficience intellectuelle. Donc, ici, la maman indique qu'elle a déjà beaucoup travaillé sur la régularité du coucher, mais elle couche, après le coucher, l'enfant est encore très longtemps réveillé et même si elle dort, elle va à nouveau se réveiller au cours de la nuit. Donc, un sommeil qui semble un trouble de sommeil très sévère. Et effectivement, on confirme ça sur l'enregistrement actimétrique. Et parfois, comme chez ce garçon de 7 ans qui a un TSA avec une déficience intellectuelle associée à un syndrome génétique, vous voyez, on ne peut presque pas faire la différence entre jour et nuit, tellement le trouble du sommeil et ici du rythme veille-sommeil est sévère. Donc, ce garçon-là, il a un trouble du rythme circadien très, très, très sévère. Donc, c'était pour vous montrer un peu toute la fourchette, en fait, de difficultés qu'on peut avoir. Et désolée pour ce titre anglais. Effectivement, je pense que la a été en français. On a pu montrer dans plein d'études, dont certains que je vais vous montrer, de notre équipe, que une fois qu'on a un enfant avec TSA, des troubles du sommeil, ça a une répercussion sur la symptomatologie autistique même, donc sur la communication sociale, sur les stéréotypies et les comportements répétitifs, mais aussi sur les différentes comorbidités. Et c'est pour ça que les familles souvent disent des troubles du sommeil chez l'enfant avec TSA sont vraiment notre priorité. Faites la recherche là-dessus, comme c'était dit ici dans une étude basée sur les focus group par McConney en Angleterre. Et c'est parce que certainement, quand on a des TND ou des TSA, on connaît, sont basés eux-mêmes sur les facteurs génétiques et environnementaux. Et c'est associé à une dysrégulation émotionnelle, des troubles du comportement. Les TND sont également, comme je vous ai montré, fortement associés à des troubles du sommeil, mais en tout cas, ce qui est tout à fait clair, que les troubles du sommeil sont très liés aussi aux troubles du comportement. Et c'est pourquoi le GRAPS, donc le groupe de réflexion euh, des personnes concernées par la science et des associations des personnes concernées pour la science, a choisi de travailler dans sa toute première année de travail sur la problématique du sommeil. Donc ici, vous reconnaissez certainement beaucoup de représentants nationaux des associations d'usagers ou de personnes avec TND. Et ils ont choisi la thématique du sommeil pour cette année de travail en recherche participative en 2021. Donc, nous avons réellement chaque fois créé des groupes de travail entre des chercheurs ou des cliniciens-chercheurs très connus dans le domaine du sommeil et ses représentants des usagers et des familles. Et c'était un travail vraiment intensif, je dirais, pendant une année 2020-2021, mais très intéressant. Une fois que nous avions travaillé sur des ébauches de ce que pourrait faire la recherche dans ce domaine-là, il y avait retour à la base. On a re-questionné et réalisé des vidéos avec les personnes concernées et les familles. Et nous avons présenté tout ça lors d'un colloque que vous pouvez revisionner toujours en ligne. Et je vous le conseille parce que c'est vraiment particulièrement intéressant. Et là, ça approfondit clairement le sujet. Donc, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, vous trouvez ça en beaucoup plus détaillé dans ce colloque. Alors, nous avions voulu, dans notre équipe de recherche, un peu quantifier tout ça, ces liens entre justement sommeil et comportement. Et on sait bien sûr que le gold standard, donc l'enregistrement, comme on doit le faire du sommeil, c'est la polysomnographie à gauche qu'on fait bien sûr dans notre laboratoire. Mais nous avions souhaité voir si on peut peut-être utiliser aussi l'actimétrie, au moins pour mesurer la qualité du sommeil, parce que c'est un enregistrement qui est plus accessible que la polysomnographie, notamment pour les recherches. Et on a pu montrer qu'il y a une très bonne validité de l'actimétrie pour mesurer le temps total de sommeil, la latence d'endormissement et l'efficacité du sommeil. Et ça nous a permis dans une étude nationale multicentrique de quantifier finalement la contribution du sommeil et des rythmes circadiens aux troubles du comportement et sans aller dans trop de détails, jusqu'à 30%, par exemple, des stéréotypies pouvaient être expliquées par des troubles du sommeil et des rythmes associés.
Donc, sur cette plus courte deuxième partie, qu'est-ce que j'aimerais bien que vous reteniez, pardon, c'est que il y a un impact majeur du sommeil sur le comportement, la cognition et la santé mentale des enfants avec TND. Le sommeil peut avoir un impact du coup sur la trajectoire développementale et le déficit de sommeil peut aggraver la symptomatologie clinique des enfants avec troubles du neurodéveloppement. J'ai uniquement ici insisté sur les TSA, mais c'est aussi le cas dans d'autres troubles du neurodéveloppement. Du coup, c'est vraiment très important qu'on puisse le repérer précocement et prendre en charge. Et ça, c'est donc la troisième partie de mon exposé où je souhaiterais vous montrer comment très, très concrètement, on peut prendre en charge ces troubles. Alors, quand il y a une plainte de troubles du sommeil, ce serait quand même bien qu'on puisse dans un premier temps les évaluer. Alors, comment on peut faire ça? Nous, ce qu'on conseille, c'est de prévoir une consultation dédiée si possible. Et pour les non-médecins parmi vous, de prendre un moment donné pour s'asseoir avec la famille et pour vraiment se pencher uniquement sur la question du sommeil. Et là, on peut s'aider par des questionnaires de dépistage. Donc, un questionnaire qu'on peut vous conseiller, c'est le questionnaire de Olivier Bruni, le SDSC, Sleep Disturbance Scale for Children, et que vous trouvez en libre accès. Je vais vous montrer à la fin des références où trouver ce questionnaire. C'est très facile à le coter aussi. Et du coup, ça permet d'avoir une première idée. Est-ce que l'enfant, quel type de trouble du sommeil a cet enfant-là? On peut aussi réaliser des agendas de sommeil. Et c'est un peu ce que je vous ai montré. Vous trouvez plein sur Internet. Là aussi, je vais vous donner des références. Et ça vous permet de analyser avec la famille, jour après jour après jour après jour, le rythme de sommeil. On fait ça sur une période de minimum de 2 semaines, idéalement 3 semaines, un mois. Et ça permet vraiment de voir quand est-ce que l'enfant se couche, quand est-ce qu'il dort réellement et faire le lien peut-être avec d'autres comportements, avec la sieste, avec la maladie. Voilà. Et on peut vraiment adapter cet agenda de sommeil à chaque famille. Par exemple, à droite, c'était une problématique de co-sleeping, comme on dit, c'est-à-dire les parents disaient l'enfant les rejoint tout le temps dans leur lit et c'était ça un objectif de la thérapie, qu'ils puissent dormir tout seul. Et là, vous voyez bien, en rouge, c'était le sommeil dans le lit des parents, en bleu, dans son propre lit. Et ça permet du coup même visuellement de suivre en fait l'efficacité d'une approche thérapeutique. Une fois que vous auriez vraiment pris un moment d'analyse, aidé par la journée de sommeil, aidé par un questionnaire de dépistage, en général, vous pouvez savoir quel enfant a en fait besoin d'un spécialiste de sommeil. Parce que certaines choses, on peut prendre en charge, je dirais, en première ligne par le médecin qui est en charge du patient ou l'équipe soignante, mais d'autres, il faut quand même tout de suite les adresser. Et ça, c'est le cas pour les hypersomnolences, c'est-à-dire si on a une suspicion vraiment de narcolepsie, par exemple, des troubles respiratoires de l'enfant. Donc là, il faut quand même adresser un spécialiste de sommeil, le syndrome de jambes sans repos, SJSR ici, où il vaut mieux avoir l'avis d'un spécialiste, et certaines des parasomnies particulièrement sévères. Alors, où est-ce qu'on peut trouver des consultations spécialisées de sommeil? C'est sur le site de la Société française de recherche et de médecine sur le sommeil. Première page, vous avez une cartographie de France, vous cliquez sur votre département et vous allez avoir des centres de référence, des centres agréés, en tout cas SFRMS du sommeil, donc ceux qui ont une bonne, qui sont référencés et qui ont une bonne pratique. Et là, tout ce que je vous ai montré, la polysomnographie, même des mesures de mélatonine dans l'urine, dans le sang, tout est possible en tout cas dans ces centres-là, même s'il n'y a pas forcément tout qui est nécessaire pour l'enfant ou l'adolescent ou l'adulte que vous suivez. Par contre, si cette première approche a révélé qu'on est avant tout dans un champ d'insomnie ou dans un champ de décalage de phase, hein, comme des chronotypes du soir extrêmes un peu, des chouettes extrêmes, à ce moment-là, on peut déjà faire pas mal de choses par une équipe paramédicale ou médecin paramédical avant de l'adresser à un centre si nécessaire. Donc, l'approche thérapeutique qu'on peut engager va tout d'abord avoir vraiment un volet psychoéducation autour du sommeil et de revoir une bonne, comme on dit, hygiène de sommeil. Là aussi, je vais vous donner tout à l'heure des références parce que là, ça va être un peu court, mais vous pouvez retrouver tout ça. Bien sûr, on va voir par rapport à l'âge, est-ce que l'attente
de la famille ou de la personne est adapté parce que parfois les personnes veulent dormir 12 heures la nuit, mais ce n'est pas du tout ce qui est adapté par rapport à leur âge, leurs besoins de sommeil ne correspondent pas à ça. Donc ça nécessite parfois de discuter ça. Bien sûr, il y a toute la question des écrans. Ça nous amènerait très loin, mais les écrans ont de multiples effets sur le sommeil, un lien de corrélation très forte entre utilisation et nombre d'heures d'utilisation des écrans et la durée du sommeil. Donc, il faut avoir une discussion à ce niveau-là et suivre effectivement des recommandations qui existent le plus possible. Parfois, c'est bien sûr pas possible, notamment chez les enfants avec TSA, où finalement l'écran est le seul moyen pour se calmer, se préparer le soir, mais à ce moment-là, il faut gérer les écrans, c'est-à-dire il faut couper la lumière bleue et il faut vraiment préparer, exactement choisir l'activité, la durée de l'activité sur l'écran le soir. C'est très important qu'on renforce, on évalue si c'est en place et on renforce les rituels du soir. Le plus qu'il y a de rituels, le plus ça calme les angoisses des enfants, adolescents, mais même adultes par rapport au début de leur sommeil. Et parfois, il suffit juste de régulariser vraiment, de dire exactement qu'est-ce qu'on fait, quand est-ce qu'on commence le rituel, etc. Parfois, et notamment dans certains des TND, comme les troubles du spectre de l'autisme, c'est intéressant d'ajouter des pictogrammes qu'on peut mettre du coup dans le salon, dans la salle de bain, dans la chambre, pour que ça soit très clair pour l'enfant ce qu'il a à faire à chaque étape et éventuellement le renforcer par des outils comme le timer que vous connaissez du coup bien. Chez certains enfants, mais ça ne correspond pas du tout à tout le monde, les approches méditatives peuvent être ajoutées. C'est peut-être plutôt le cas d'enfants sans déficience intellectuelle associée. Donc, mais ça reste, c'est intéressant de le discuter. Et la question de la veilleuse, alors si l'enfant a vraiment peur dans le noir, on peut lui permettre d'avoir une veilleuse, mais elle doit être d'une lumière chaude parce que la lumière chaude excite moins l'horloge biologique et elle doit être posée loin de la tête de l'enfant et pas trop lumineux, bien sûr. Donc tout ça ensemble, c'est vraiment à être revu et tous les Zeitgeber, bien sûr, on en a déjà parlé. Et sinon, on peut débuter une approche cognitivo-comportementale autour du sommeil. Ça va être surtout comportemental avec des plus jeunes enfants, cognitif avec des parents, et chez les adolescents et les adultes, c'est cognitivo-comportemental. Là aussi, je vous donne des références parce qu'on n'a pas assez de temps pour l'aborder. Je voulais très brièvement parler des traitements pharmacologiques parce que en médecin de première ligne, il y a quand même certains traitements qu'on peut utiliser et si ça ne suffit pas, à ce moment-là, évidemment, on adresse à un centre spécialisé parce qu'on a mené une approche correcte qui n'a peut-être pas abouti comme on l'avait souhaité. Alors, bien sûr, les approches pharmacologiques sont multiples. On essaie toujours d'être le plus synergistique possible dans notre approche. Par exemple, un enfant qui a une épilepsie, un TND, un trouble du sommeil, on ne va pas lui proposer les mêmes médicaments nécessairement en première intention qu'à un enfant qui a un TSA et un trouble du sommeil. Donc là aussi, ça dépasse le cadre aujourd'hui de cette présentation. Donc, j'insiste peut-être sur le traitement qui est souvent utilisé aujourd'hui en première intention, si on doit ajouter un traitement pharmacologique, la mélatonine. Alors, les recommandations, il y a d'autres qui sont en cours, mais les recommandations existantes ne sont pas tous excellentes parce que certaines ont été réalisées avant les dernières grandes études sur la mélatonine. Il y a une recommandation intéressante que vous pouvez lire en français. C'est une recommandation du groupe de la SFRMS, la Société française de recherche et de médecine sur le sommeil, sur l'utilisation de la mélatonine dans les troubles circadiens de rythme veille-sommeil. Mais sinon, il faut attendre les nouvelles recommandations internationales qui vont sortir sous peu. Première chose rapidement à retenir, c'est que la mélatonine, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent croire, est beaucoup plus abondamment sécrétée dans la petite enfance par rapport à la grande enfance, par rapport à l'âge adulte. Et vous pouvez vous référer à cette méta-analyse récente parue en 2022 sur un grand nombre du sujet. Donc, ça pour vous dire que ça ne veut pas dire chez un enfant, petite posologie, grand enfant, grande posologie. La mélatonine, quand on la donne en tant que traitement, on la titre individuellement. Ce n'est absolument pas âge ni poids dépendant le dosage.
Et pour moi, c'était important que vous ayez en tête, si vous souhaitez prescrire la mélatonine, que c'est très différent si vous prescrivez la mélatonine à libération immédiate ou la mélatonine à libération prolongée. Alors, souvent, aujourd'hui, la mélatonine à libération prolongée est plus connue parce qu'on a un médicament qui existe, qui a une AMM pour les troubles du spectre de l'autisme et certains troubles neurogénétiques, donc ici le syndrome de Smith-Magenis. Mais il y a une vaste littérature qui existe pour la mélatonine à libération immédiate qui est moins connue parce qu'il n'y a pas de médicament actuellement disponible. Donc, la mélatonine à libération immédiate a deux fonctions que je vais vous détailler par la suite. Elle peut induire le sommeil, mais c'est avant tout un chronohypnotique ou un chronobiotique, c'est-à-dire en fonction de l'heure à laquelle on donne ce traitement-là, il a la possibilité d'avancer ou de repousser d'ailleurs, mais nous, on voudrait surtout d'avancer la phase de sommeil. Donc, quand vous prescrivez la mélatonine à libération immédiate, pensez pilote. C'est comme si vous traitiez un pilote qui a un décalage horaire avec la mélatonine. Ça, c'est vraiment son action la plus spécifique. Alors que quand on donne la libération prolongée, on est plutôt dans une logique de substitution. Commençons avec ça parce que c'est plus simple. La mélatonine à libération prolongée, ici en bleu, va donc essayer de reproduire un profil nocturne normal, si on veut, de sécrétion de la mélatonine, alors que la mélatonine à libération immédiate, ici en jaune, est vraiment libérée très vite, disponible très vite, et 2 heures après, on n'a plus rien dans le sang. Alors, quand est-ce qu'on aurait un déficit de sécrétion de mélatonine en population pédiatrique qui nous obligerait, ou là où il y aurait une indication d'un traitement par mélatonine. Et effectivement, c'est le cas dans une maladie rare qui est le syndrome de Smith-Magenis. Et ma collègue Hélène Deller-Snider, neuropédiatre à Necker, a pu montrer en début des années 2000 qu'effectivement, ces enfants avaient une inversion du profil de sécrétion de la mélatonine qui était sécrétée le jour et pas la nuit. Et ça expliquait bien sûr les troubles qu'on connaît, c'est-à-dire les enfants qui dorment très mal la nuit, mais qui ont beaucoup de troubles de comportement la journée. Et elle a pu montrer, je ne vais pas aller dans ces détails ici, que si on prescrit la mélatonine la nuit et on ajoute une suppression de la mélatonine, la sécrétion endogène de la mélatonine la journée, on peut restaurer le sommeil et aussi améliorer le comportement de ces enfants. Mais là où c'est aujourd'hui plus connu, ce sont des troubles du spectre de l'autisme et dans l'autisme, on avait effectivement pu démontrer, nous et d'autres, qu'il y avait un déficit de sécrétion de la mélatonine chez la majorité des enfants avec TSA lié à une activité moins efficace des deux enzymes qui produisent la mélatonine à partir de la sérotonine. Du coup, bien sûr, l'idée est là de donner de la mélatonine et c'est un traitement étiologique. Les enfants n'ont pas assez, donc on donne la mélatonine. Et donc, ça a été testé dans une très grande étude randomisée contrôlée où il y avait 3 dosages de mélatonine LP, donc aujourd'hui commercialisé sous le nom de Slenito, disponibles, 2, 5 et 10 mg. Et on a pu montrer dans ces études, il y a 4 publications qui existent basées sur cette étude, qu'on pouvait très fortement améliorer le temps total de sommeil, la latence d'endormissement et le maintien de sommeil. Donc aujourd'hui, on a un niveau de preuve grade A de la mélatonine LP dans l'autisme et dans le syndrome de Smith-Magenis. Pour la mélatonine à libération immédiate, côté recherche, c'est un peu plus compliqué de comprendre cet effet, je dirais, chronobiotique, et pourtant c'est important. Parce que quand on donne la mélatonine le soir, on avance effectivement la phase de sommeil. Ce qui veut dire, et ça c'est super, endormissement plus rapide, mais malheureusement, on peut induire aussi un réveil matinal précoce parce qu'on avance tout, l'endormissement, mais aussi le réveil du matin. Et donc là, je vous réfère à un autre papier qui est en libre accès en médecine du sommeil en français sur la mélatonine par Bruno Claustra, qui est un chercheur qui a toute sa vie travaillé sur la mélatonine et qui vous expliquera tout ce système chronobiotique quand on donne donc la mélatonine le soir, mais encore mieux si on donne dans l'après-midi, donc 4 à 6 heures avant l'endormissement, on peut induire une avance de sommeil. C'est pour ça qu'on le donne dans le retard de phase. Donc tous les enfants qui ont un retard de phase, on peut très bien l'avancer avec la mélatonine LI. Où est-ce qu'on a un retard de phase en population pédiatrique? Ben, ça existe déjà de manière isolée, notamment chez les adolescents.
Et à ce moment-là, ça peut aider un traitement par mélatonine LI. Mais c'est aussi le syndrome de retard de phase est très comorbide de troubles pédopsychiatriques, mais aussi de certains des troubles du neurodéveloppement. Dans le TDAH, là, je n'ai pas le temps de vous montrer des données. Dans le TDAH, il y a avant tout un retard de phase de la sécrétion de la mélatonine et non pas un déficit de sécrétion de la mélatonine. Donc ça, vous retrouverez également dans cette publication déjà mentionnée si vous voulez le relire. Alors, du coup, pratico-pratique, comment on prescrit alors ces deux types de mélatonine? Donc, on va la prescrire, la mélatonine à libération immédiate, surtout si on a un retard de phase isolé ou comorbide, et on va prescrire la libération prolongée, surtout dans le TSA et le syndrome de Smith-Magenis, où je dirais, si on suspecte vraiment un déficit de sécrétion de la mélatonine. Donc, quel dosage? Les dosages sont bien différents. La mélatonine LI, on prescrit des petites posologies. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est le deuxième point ici, on donne 1 à 2 mg au coucher. À ce moment-là, on a un effet dit soporifique, on induit le sommeil, et en même temps chronobiotique, on avance la phase. Mais cette avance de phase, elle n'est pas il n'y a pas une grande avance de phase. Si on veut vraiment avancer la phase de plusieurs heures, là, il faudrait donner des plus petites posologies. Ça paraît contre-intuitif, mais c'est comme ça. 4 à 6 heures avant le coucher. Et là, c'est basé sur toutes les connaissances en chronobiologie parce que ça répond à une courbe de réponse de phase. C'est-à-dire, en fonction de quand on donne la mélatonine, elle a d'autres effets et l'ampleur des effets est différente. Donc, euh, pour vous, première indication, 1 ou 2 mg au coucher, mais si ça ne suffit pas ou si on veut davantage avancer la phase, on donne 0,5 mg 4 à 6 heures avant le coucher actuel. Alors attention, bien sûr, vous savez qu'il n'y a pas de médicaments actuellement disponibles. Nous, on conseille fortement une prescription sur préparation magistrale. Du coup, vous pouvez choisir en liquide, en gélule, mais ce n'est malheureusement pas remboursé. Ceux qui sont en vente libre, on ne peut pas dire des choses très générales, mais ce n'est pas la même qualité de production. Et une publication que je vous ai mise ici montre bien que malheureusement, le dosage est très variable contenu dans ces molécules. Pas du tout les mêmes dosages, parce que la mélatonine à libération prolongée, à droite, on la donne 2, 5 ou 10 mg, parfois des dosages intermédiaires. Et il y a deux médicaments qui existent. Alors, le circadin 2 mg, c'était à l'AMM pour l'insomnie des personnes âgées de plus de 55 ans, mais il n'y a pas de remboursement disponible. Mais le Slenito, donc c'est aussi la mélatonine LP, mais comme vous le voyez ici, particulièrement travaillé pour convenir à une population pédiatrique et notamment de très jeunes enfants à partir de l'âge de 2 ans, à l'AMM et le remboursement chez l'enfant avec TSA ou syndrome de Smith-Magenis. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous dites, bon, oui, oui, bien compris, mais je suis bien avec un enfant qui a un TND, mais pas un TSA, ni un syndrome de Smith-Magenis. Et qu'est-ce que, du coup, je peux prescrire? Nous avons discuté cela dans un article avec mes collègues Julie Rowling et Juliette Rabault dans Nature and Science of Sleep. Donc ça aussi, vous pouvez le relire. Effectivement, on revient à un rapport bénéfice-risque pour ces prescriptions, alors hors AMM. Parce qu'il y a un effet bénéfique de la mélatonine I, notamment sur la latence d'endormissement, c'est incontestable, mais la qualité des études disponibles est actuellement trop variable et comme dit, on n'a pas de médicaments à disposition, donc là, il s'agirait d'une prescription magistrale. En revanche, bien sûr, il y a aussi peu de risques parce que vous savez, les effets secondaires de la mélatonine I sont surtout somnolence fatigue, éventuellement un peu plus de parasomnie et des cas de céphalée, mais ça c'est dans les familles principalement qui sont déjà sujettes à des migraines. Il faut un peu y penser. Il n'y a pas d'effet sur la croissance ni sur l'âge de la puberté. Donc ça a été démontré. Donc finalement, là-dedans, à vous de voir, donc revenir sur cet effet bénéfice-risque. Et dans l'article, on vous donne certains critères qui pourraient vous aider à la décision. Globalement, les études existantes sur la sécurité de la mélatonine sont tout à fait correctes.
Donc, je conclus donc cet exposé que je n'ai pas pu faire en direct avec vous et encore une fois, j'étais extrêmement navrée de cela. Donc, nous avons retenu ou nous devons retenir qu'il y a des anomalies des rythmes et du sommeil très fréquentes chez nos patients en filière maladies rares, troubles du neurodéveloppement. Elles impactent énormément le fonctionnement général sur les différents domaines que je vous ai montrés et aggravent souvent les symptômes et tous les risques et les interactions en famille aussi. Donc, un trouble du sommeil sévère gâche un peu la vie familiale. Donc, c'est important de repérer, de faire des diagnostics. Et il existe aussi de nombreuses approches thérapeutiques. On a discuté brièvement de la psychoéducation. On a esquissé, mais je vous donne des références pour la TCC à vie sommeil. La pharmacologie, on a essentiellement nous parlé ici de la mélatonine. Il y a une autre approche qui pourrait être intéressante dans le futur sur laquelle on travaille actuellement, c'est la luminothérapie et bien sûr d'autres molécules qui existent. Alors, où est-ce que vous pouvez relire ou approfondir vos connaissances? Cet article dans Pédiatrie et Puériculture concerne surtout le jeune enfant et vous pouvez relire effectivement certaines des informations de base. Cet article dans la revue du praticien pour les médecins généralistes parle vraiment des troubles de l'enfance et de l'adolescence, des enfants à développement plutôt typique. Et on a traité les troubles du sommeil chez l'adolescent dans l'EMC psychiatrie. Votre référence principale en termes de site web à recommander aussi aux parents doit être le réseau Morphée, qui est un site francilien, mais auquel la grande majorité des chercheurs cliniciens du sommeil en France participent. Vous avez des rubriques très claires avec des très bonnes recommandations. Et là, vous trouvez aussi dans les ressources, justement, beaucoup de questionnaires et d'outils, l'agenda de sommeil, des brochures, etc. On trouve aussi sur ce site un questionnaire qu'on a développé en ligne pour les adolescents, que les adolescents entre 11 et 18 ans peuvent faire eux-mêmes. Mais ça, il s'agit effectivement d'adolescents qui n'ont pas de retard de développement ou de déficience intellectuelle associée. Mais c'est particulièrement intéressant, vous pouvez peut-être le regarder. Et il y a toute une rubrique aussi qui concerne sommeil et handicap. Sur le site de la Société française de recherche et de médecine du sommeil, vous trouvez en anglais sur la première page sommeil pédiatrique et vous tombez ici sur le GSEA qui est le groupe sommeil enfants et adolescents de la SFRMS et vous trouvez aussi tout un ensemble de questionnaires de dépistage et d'outils à votre disposition. Les questionnaires sont ici, vous avez les sources et vous pouvez aussi préparer les enfants éventuellement un enregistrement en polysomnographie en les faisant visualiser cette vidéo. Particulièrement pour l'autisme, nous avons un site qui est financé par les laboratoires Biocodex, Autisme Sommeil, Université du Sommeil, où nous avons travaillé avec de nombreux experts, comme vous le voyez ici, vraiment la question de l'autisme. Et sur ce site, on parle de la physiopathologie, des explorations complémentaires et des approches non pharmacologiques. Je tiens à le dire, aussi financé par les laboratoires, mais on ne parle pas de médicaments. Il s'agit là vraiment d'une formation sur le sommeil TSA avant l'étape de prescription. Pour ceux qui aiment des podcasts, j'ai participé à un podcast très intéressant dans la série Tous pareils ou presque par Stéphanie Crouet-Masson sur le sommeil. Et il y a d'autres podcasts qui sont en cours dans la série Mapato qui fait une nouvelle saison sur les TSA actuellement. Donc, je remercie vous pour votre attention et aussi, bien sûr, toute l'équipe de recherche sur le sommeil, des cliniciens sur du sommeil et le plateau technique de biologie pour nos dosages de mélatonine. Merci beaucoup à vous.